On est dans cette année 2016 dans un constat très clair. Le monde change, il a changé et il continue de muter. D'une part, on a une lame de fond dans ce changement comme un mouvement lent, l'évolution des modes de vie, la mobilité au cœur des valeurs, le numérique, l'hyper-individuation, le rapport au collectif, les mutations économiques, la baisse de l'emploi industriel, la tertiarisation des industries traditionnelles, l'innovation au croisement des champs disciplinaires ou l'innovation sociale. Un changement immédiat, et notamment avec en ce début d'année 2016 les lois NOTRe et MAPTAM, un paysage institutionnel complètement nouveau, avec l'élargissement des périmètres des intercommunalités, le passage en grande région, Metz, Mulhouse, Reims, qui deviennent des communautés urbaines, Nancy, qui élargit son périmètre et devient métropole, en Alsace, un certain nombre d'intercommunalités qui, au-delà des obligations données par la loi NOTRe, s'agglomèrent, Haguenau, qui devient communauté d'agglomération avec plus de 100 000 habitants, des communes encore autres qui se regroupent volontairement, le pôle métropolitain Strasbourg-Mulhouse qui intègre Colmar, le sillon lorrain qui se conforte, le système de Champagne-Ardenne, Troyes-Chalon-Reims qui est également conforté. Dans ces changements, reste encore à prendre en compte le fonctionnement des territoires, plus en réseau qu'en centre-périphérie, les alliances entre élus des territoires dans leurs apports réciproques, l'avantage métropolitain et un certain nombre de choses qu'on ne comprend pas encore tout à fait, qui sont justement ces nouvelles solidarités territoriales. Penser au-delà de l'échelle communale ou de l'échelle intercommunale pour des retombées collectives au service des populations. Les élus ne gèrent plus le territoire sur lequel ils sont élus, mais s'allient à un certain nombre d'autres élus sur d'autres territoires pour organiser à l'échelle des phénomènes, par exemple économiques, des retombées collectives. Le mode d'emploi de l'ensemble de ces changements et notamment de ces nouvelles solidarités territoriales est encore inconnu. Et 2016 représente une opportunité rare de repositionnement collectif. Pour défricher cette actualité, nous ouvrons donc 2 cycles de rencontres. Le premier sur les mutations économiques et les nouvelles solidarités territoriales, avec la première séance ce soir, avec Magali Talondier, merci d'être venue. Et le deuxième sur le transfrontalier à l'échelle de la grande région Est. Donc Magali Talondier, nous vous avons invité pour que vous puissiez nous éclairer sur les relations entre territoires, villes, campagnes, urbaines et villages, de façon justement à comprendre quelles sont les bases de ces nouvelles mutations économiques et solidarités territoriales, comment on peut les lire et les comprendre autrement. Vous êtes économiste de formation, docteur en urbanisme et aménagement du territoire, et actuellement en poste à l'Institut de géographie alpine à l'Université de Grenoble. Vous êtes rattaché au laboratoire Pacte Territoire, et vos travaux portent sur l'analyse des processus de développement économique territorial. Vous avez travaillé en particulier sur la question du développement résidentiel, présentiel, touristique. Vous allez nous expliquer tout ça. Sur la durabilité des modèles de développement local ou encore l'impact des politiques intercommunales. Ce soir, nous avons besoin que vous nous aidiez à compléter notre vision du fonctionnement économique du territoire. Donc cette économie territoriale on va dire, qui apparaît aux côtés de, on va dire, du travail classique, si je puis dire, en économie. Au-delà des secteurs d'activité, des filières, de l'emploi, il s'agit, dans vos travaux, notamment de comprendre la circulation des richesses, et notamment en tenant compte de la circulation des ménages. Donc vos travaux, et notamment les derniers menés à l'échelle nationale avec Laurent Davzy, permettent de comprendre certains effets d'entraînement,
d'appréhender non seulement chaque territoire dans sa réalité économique, mais aussi dans son interdépendance avec d'autres territoires, dans son articulation avec d'autres territoires et la nature de ces liens justement solidaires. Il conforte également l'idée de territoire comme acteur de leur développement, sous couvert de garder les yeux ouverts sur ces réalités changeantes et les besoins d'adaptation des méthodes d'action publiques. Alors j'ai intitulé la conférence de ce soir « Construction métropolitaine, un enjeu de complémentarité entre ville et campagne ». On va parler de ça, mais aussi de bien d'autres choses pour justement essayer de dresser un panorama, je l'espère, un peu complet de la situation sur ces questions de circulation de richesse. Et aussi, quand même, ce que j'ai essayé de faire, c'est le deuxième titre arrivé après les affiches de la conférence, c'est de situer un peu systématiquement dans mes propos le cas strasbourgeois pour aussi atterrir, que vous puissiez vous approprier aussi peut-être un peu plus facilement les notions et les concepts que je vais vous présenter. Donc, construction eurométropolitaine de Strasbourg, un enjeu quand même de complémentarité. Alors, le terme sur l'affiche n'était pas assez éloquent, mais moi je parle plutôt de métropole et d'interland, parce que c'est pas simplement ville-campagne, il y a des villes qui sont dans la périphérie et qui interagissent avec d'autres villes plus grandes. Donc c'est aussi des réseaux urbains et pas uniquement des réseaux urbain-rural que je voulais mettre en avant. Donc métropole, interland, bon, on peut discuter les termes, mais c'est ça l'idée. Alors pour ce faire, je vous propose un peu une intervention en logique d'entonnoir, c'est-à-dire qu'on va repartir de travaux qui ne sont pas les miens, mais qui ont permis aussi de situer les grandes villes les unes par rapport aux autres. C'est un travail qui avait été mené en 2011 pour la DATAR par un groupe de chercheurs, Quelle métropole en Europe, et donc là, dans ce panorama se situe Strasbourg, on verra ce qu'ils en disent. Puis un travail que vous connaissez bien aussi, j'ai l'impression, sur ce territoire, celui fait par Nadine Catan et son équipe, sur cette fois-ci des systèmes à l'échelle des villes. Et un dernier travail donc, que j'ai réalisé avec Laurent Davzy, sur justement les liens entre les métropoles et les campagnes. Donc logique d'entonnoir, vous verrez, parce que le premier temps, Strasbourg, à l'échelle de l'Europe, on est vraiment sur les grandes métropoles européennes et des classements entre elles en fonction des liens, des dynamiques, etc. On descend d'un cran en termes d'observation et d'échelle Strasbourg et son système urbain, et on descend encore d'un cran pour voir Strasbourg, mais pas que Strasbourg, vous verrez, chaque fois on est sur le territoire national, donc les villes et les échanges qu'elles ont avec des territoires périphériques divers. Voilà ce que je vous propose. Bien, donc sur premier point, Strasbourg, donc une métropole européenne, donc il y a toujours eu, c'est un peu aussi une tradition dans notre discipline, des travaux sur les villes mondiales, les villes globales, pour les définir, pour les classer, pour en étudier les dynamiques. Une série de travaux, notamment institués par la DATAR sur ce thème, existe. Le dernier en date, qui date un petit peu puisqu'il est de 2011, Quelle métropole en Europe, qui proposait une analyse des dynamiques métropolitaines. J'ai souligné dynamique parce que vous verrez que dans les faits, on n'est pas trop sur des dynamiques, mais enfin en tout cas qui propose une lecture d'analyse des métropoles européennes les unes par rapport aux autres. Cette étude, elle a porté sur, je vous donne un peu rapidement la méthode pour que vous voyez de quoi on parle quand on parle métropole, etc. dans ce travail. Donc 357 aires urbaines fonctionnelles, peu importe, c'est des entités, pour ceux qui connaissent, vous voyez bien, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la ville et son périurbain, sa couronne périurbaine, donc 350 agglomérations et leur couronne périurbaine de plus de 200 000 habitants dans 27 pays de l'Union européenne. Donc 47 ont été analysées. Il y en a 357, l'étude porte sur 47 d'entre elles. Et ils ont identifié 25 critères pour identifier le potentiel métropolitain de façon multidimensionnelle sur ces 47 grandes aires urbaines européennes.
Évidemment, je ne vais pas détailler, mais vous voyez le genre d'indicateur qui est pris en compte pour définir si telle métropole est plutôt de rang 1, de rang 3 et quel type aussi d'économie notamment elle soutient. Je vous mets à côté un résumé. Caractéristiques métropolitaines, les indicateurs pris en compte sont des indicateurs de création de richesse, des PIB, donc des indicateurs de connexion aérienne, de présence de multinationales, des choses qui ont à voir aussi avec congrès, luxe, site culturel, donc une partie culturelle aussi de l'économie et touristique, la recherche, les organisations internationales et européennes. Je dis définition par le haut parce qu'on est quand même sur une logique de rareté et de définition de métropole par une offre de services, une offre culturelle, etc. un peu concentrée dans ces grandes villes, mais quelque peu statique, en tout cas hors sol, hors lien, hors interaction, c'est-à-dire il n'y a pas de données de flux dans ce travail-là, on est quand même sur des stocks de capital humain, mais peu de dynamique, peu de stock. À la fois, pour vraiment défendre les auteurs, on est sur des échelles, une échelle européenne avec des données qu'il faut avoir de façon harmonisée entre toutes ces villes, et donc ça limite aussi la capacité à travailler sur des choses beaucoup plus fines, comme on va le voir après sur le cas stricto sensus français. Donc voilà ce que donne leur travail. Type 1, alors derrière le mot type, il y a un peu une logique aussi de rang quand même, donc deux grandes métropoles qui se détachent, Paris et Londres, Bruxelles atypique parce que capitale européenne, et puis on descend donc dans la hiérarchie pour arriver donc à la classification dans laquelle est Strasbourg, à savoir donc une métropole à dominante affaires, comme il y en a quelques-unes en Europe, et comme en France se distinguent donc Toulouse, Lyon, Aix-Marseille, Nice et Strasbourg, qui sont dans ce cas-là. Une métropole diversifiée à dominante affaires, dans ce travail, ce que l'on apprend, donc, c'est que Strasbourg, dans ce panorama européen, se distingue, comme celle de son groupe, par sa taille, disons, moyenne, par un niveau de PIB par habitant qui est relativement élevé, donc une capacité à créer des richesses non négligeables, et une bonne accessibilité aérienne, donc des villes bien connectées. Une économie très tertiarisée, sans être dépourvue d'industrie, des services avancés, enfin vous voyez tout un tas d'atouts, particulièrement a priori de bon augure pour le dynamisme de la ville. Donc toutes les villes de cette classe bénéficient de financements européens. Lyon et Toulouse, en plus, sont très étudiantes d'après cette étude, mais c'est le cas aussi quand même des autres villes, en tout cas françaises, citées dans ce travail. Donc, interaction flux dynamique, on a peu de choses, mais à la fois on a un panorama européen. Donc je commence aussi par là pour dire qu'à cette échelle européenne, Strasbourg apparaît métropole d'affaires, connectée aux autres grandes villes européennes, et puis plutôt axé sur des champs économiques, économie tertiaire, PIB plutôt élevé, qui seraient donc de bon augure. Je vous dis ça comme ça parce qu'on va voir dans les faits que les chiffres et les dynamiques sur Strasbourg sont peut-être pas si florissantes que peuvent laisser suggérer ces premiers travaux. Deuxième travail que je cite, c'est celui donc, alors je dis de Nadine Catan et son équipe parce qu'on a beaucoup entendu Nadine Catan, mais voilà, il y a plein de gens avec elle pour réaliser ce travail-là. Cette fois-ci, on descend sur une échelle, vous allez voir les cartes, françaises. Donc on n'a plus la dimension européenne, on a une dimension par contre nationale. Et la question qui est posée, c'est celle des liens entre les grandes villes françaises. Donc on n'est plus entre grandes métropoles européennes, on est entre grandes villes françaises, entre aires urbaines françaises, des indicateurs, cette fois-ci beaucoup plus liés à des flux, domicile-travail, mobilité résidentielle, vous les voyez affichés, des choses liées à l'offre aérienne, TGV, etc. Donc vraiment une logique de flux pour voir comment les villes en France sont interconnectées, sont reliées avec plus ou moins d'intensité, mais vous connaissez sans doute aussi ce travail. Donc, dans ce travail, on identifie 3 échelles d'interdépendance. Une échelle de proximité, une échelle entre grandes villes et une échelle de rapport à Paris. Échelle de proximité, donc
ce qui était assez qui a marqué les esprits dans ce travail, c'est surtout cette échelle-là, c'est-à-dire de voir comment ces villes tissent entre elles une maille différente d'une région à l'autre, avec des choses très polycentriques, d'autres au contraire avec un seul pôle au cœur d'un réseau urbain, mais en tout cas de montrer qu'il y avait de très forts liens entre ces villes. Et donc ce qui ressortait aussi de cette étude, vous voyez, c'est les anciens découpages régionaux, c'est que ces interdépendances urbaines s'inscrivaient quasi systématiquement à l'intérieur des régions dans la configuration à 22 régions. Donc, est-ce qu'on va arriver à créer, en élargissant les frontières, des interconnexions, voilà. Mais en tout cas, vous voyez que pour votre région, on est vraiment sur 2 systèmes urbains distincts entre les 2 régions, et puis la troisième qui a elle-même deux systèmes aussi au sein même de la région. Je mets un point d'interrogation parce qu'évidemment, dès qu'on travaille, dès qu'on observe votre territoire, se pose la question de cette frontière, évidemment, qui existe dans les faits, mais qui, en tout cas, en termes de flux de ménages, flux de personnes, ne se traduit pas par une coupure comme ça, avec un grand vide autour. Donc, je sais qu'à l'agence d'Urba, pour avoir vu là les notes qui sont publiées, ce type de travail a été mené pour justement prolonger et inscrire des traits orange sur l'autre côté de la frontière. Donc c'est bien. C'est vrai, quand on travaille au niveau national, commande de ce type, les régions frontalières sont souvent malmenées parce que les bases statistiques sont souvent manquantes pour bien appréhender la réalité de votre territoire. Le deuxième résultat, c'était des liens qui montraient qu'il y avait aussi de fortes intensités de liens entre les aires urbaines nationales. Et donc là, on voyait pour Strasbourg une connexion tout de même avec les villes des régions voisines, avec Lille aussi, avec Lyon, avec Aix-Marseille. Donc toutes les grandes villes ont aussi des échanges avec donc des effets d'oursin plus ou moins grands, avec Lyon qui apparaît quand même très très fortement connecté au reste du pays, par exemple. La dernière chose qu'ils avaient regardé, c'était les connexions à Paris. Donc là aussi, des connexions plus ou moins intenses. La connexion est intense pour Strasbourg. Je passe rapidement parce que je voudrais passer plus de temps quand même sur les travaux que j'ai réalisés. Non, pas pour ça, mais je sais qu'ils sont très connus et que vous avez déjà eu sans doute des présentations de ce type. Dernière chose, donc là je voulais aussi insister là-dessus, de ce travail, un classement pour savoir quel était le degré de métropolisation des différentes aires urbaines françaises, en fonction, vous voyez, d'indicateurs d'interconnexion, de relations à Paris, qui mesuraient donc le degré de métropolisation, d'accumulation en termes de salaire versé par des cadres des fonctions métropolitaines dans l'emploi, d'attractivité, vous voyez les indicateurs utilisés, et d'innovation. Donc à travers ces différents indicateurs, un score a été donné aux villes et elles sont classées donc selon leur potentiel, sur leur degré de métropolisation. Donc vous voyez que dans ce classement, Strasbourg ressort quand même aux côtés, alors Lyon par sa taille aussi et puis par sa puissance évidemment économique ressort en premier lieu, puis juste derrière Strasbourg, Toulouse, Aix-Marseille et Nice également aussi. Ce qui joue sans doute aussi, c'est l'attractivité auprès d'investissements étrangers, mais aussi cette position frontalière, etc. Mais on voit qu'elle se détache de villes que l'on va citer par ailleurs dans l'autre registre d'action, c'est-à-dire Nantes, Rennes, Bordeaux, Toulouse. Toulouse apparaît aussi très, très métropolitaine. Donc un premier travail qui nous montre que Strasbourg a un PIB élevé, très économie tertiarisée, etc. Plutôt des bonnes nouvelles. Deuxième travail qui nous montre l'interaction, le rôle qu'elle joue dans sa région. Et puis ce degré fort de métropolisation, de capacité métropolisante, on va dire, de cette aire urbaine. Bien. Quelques questions qui vont introduire la suite. Donc là, on a vu des relations interurbaines et nationales. On va se poser maintenant la question, je vous ai dit, d'une échelle un peu plus basse, c'est-à-dire des interactions entre métropole et interland. C'est-à-dire comment ces grandes villes connectées au reste du monde, connectées aux grandes villes françaises, interagissent aussi ou pas
avec des communes de peut-être plus petite taille, mais plus proches, etc., avec qui il faut aussi construire des politiques publiques, il faut aussi se doter de stratégies pour faire du développement économique. Donc on n'est pas... Enfin, l'idée, c'est aussi de se dire que ces métropoles ont un rôle à jouer dans leur inscription régionale. Elles ont un rôle à jouer dans la compétitivité économique européenne, dans la compétitivité économique de la France, mais aussi dans la structuration, peut-être plus socio-économique cette fois-ci, d'une région et des interactions avec son territoire. Donc ce travail qu'on a intitulé « Les systèmes territoriaux productifs au résidentiel », ce qui est un peu barbare comme nom, je le conçois très bien. Donc le point de départ, c'est le succès de travaux qui ont été menés sur le calcul des bases économiques. Je vais en redire un mot très rapidement parce que quand même tout le monde ne sait peut-être pas de quoi je parle. Donc on a travaillé donc avec Laurent Davzy pendant plusieurs années sur une notion, la notion d'économie résidentielle, qui a eu un certain retentissement. C'était des travaux qui avaient vocation à décrire des phénomènes dont je vais vous parler, liés à la circulation des richesses et à une émergence d'une économie qui n'est pas que productive, mais vous inquiétez pas, je vais éclaircir tout ça. Et suite à ces travaux sur l'économie résidentielle, on est venu nous poser des questions pour dépasser un petit peu les oppositions qui étaient faites entre, d'un côté, des activités, une sphère, une stratégie de développement économique productif, donc tourné vers l'exportation, et puis de l'autre, des territoires, mais aussi des stratégies qui se voudraient résidentielles, comme si les deux s'opposaient. Donc alors évidemment, il n'y a pas d'opposition, parce que vous verrez, une fois que vous aurez compris ce que c'est, l'économie résidentielle est une économie qui dépend de l'économie productive, donc il n'y a pas d'opposition, il y a même dépendance. Mais là, la question posée, c'était quand même de mettre en avant les interactions entre les territoires et de voir s'il n'y avait pas non plus des effets un peu de réciprocité, c'est-à-dire si l'économie résidentielle n'avait pas aussi un rôle à jouer sur le succès productif des villes. Donc il y avait tout ce champ de questionnement. Mais avant d'en arriver là, je fais un bref retour en arrière, quand je vous indique, pour quand même, quand je vous dis économie résidentielle, économie productive, repréciser un peu les choses, parce que voilà, on m'a dit aussi que c'était un public diversifié, donc je ne veux pas perdre la moitié d'entre vous en cours d'exposé, donc je reprends un tout petit peu ces travaux-là. Donc voilà, quand je dis économie productive, économie résidentielle, base productive, ces travaux qui ont eu un certain succès, le cadre d'analyse, c'est celui-ci, c'est un cadre d'analyse ancien, simple, qui s'appelle la théorie de la base, peu importe, dans lequel on nous indique qu'une économie locale peut se décomposer en deux secteurs, un secteur basique et un secteur domestique, que l'INSEE appelle plus récemment présentiel. Ça, c'est pour un peu le jargon autour de ce travail-là. Donc, la base économique, elle est constituée des richesses qu'un territoire capte à l'extérieur. Donc, on va mesurer tous les flux de richesses qui viennent, qui alimentent l'économie d'un territoire, mais que l'on réussit à capter donc vis-à-vis de l'extérieur. Deuxième temps, il faut que ces richesses captées à l'extérieur circulent dans le territoire, soient consommées dans le territoire, profitent aux acteurs du territoire et alimentent la deuxième partie du modèle, c'est-à-dire ce secteur domestique ou présentiel, où là on compte toutes les activités tournées vers la demande des ménages. Donc les commerces, les services, activités culturelles, tout ce qui est consommé sur place, si vous voulez. Traduit en termes d'emploi, en haut vous auriez des emplois exportateurs, de l'industrie, des activités qui se localisent pour produire et exporter. Traduit en termes d'emploi, secteur domestique, c'est les médecins, c'est le commerce, les services à la personne, les activités, spectacles, etc. Sauf que l'apport proposé par Laurent Davzy en 2003, quand il remet cette théorie au goût du jour, c'est de revenir à sa définition initiale, c'est-à-dire de raisonner en termes de flux de revenus, et de vraiment prendre en compte l'ensemble des richesses donc qui circulent et qui viennent irriguer les économies locales. Donc ces richesses, ces revenus qui rentrent dans les territoires, on a proposé de les classer en 4 grandes familles. Une famille économie productive, c'est pour ça que je parle de base productive, d'économie productive, de territoire productif par la suite. Donc cette économie productive, elle est issue donc des revenus, elle est issue des revenus
des activités productives, c'est-à-dire des activités qui se localisent pour produire et exporter des biens et services au reste du monde, à l'extérieur en tout cas du territoire, en échange de quoi sont distribués des salaires, des dividendes, des bénéfices, etc. Donc là, on est vraiment sur la vision, je dirais, classique, mais qui tient évidemment absolument toujours, du développement économique. Pour qu'un territoire se développe économiquement, il faut attirer des entreprises, que ces entreprises soient compétitives, qu'elles exportent. Et donc, on a là tout un registre d'actions sur les leviers productifs, les atouts productifs des territoires. Deuxième famille, économie résidentielle. Nous, au début, on parlait de base résidentielle et l'INSEE a très vite repris ça en parlant d'économie résidentielle. Donc, base résidentielle ou économie résidentielle. Cette fois-ci, ce sont des flux de revenus que les territoires captent grâce à leurs atouts résidentiels, récréatifs, touristiques. Donc, c'est un autre registre d'action, c'est un autre volet du développement économique des territoires. Et comme on est en revenus, nous, on compte donc les dépenses des touristes, les retraites et les revenus des navetteurs, c'est-à-dire des gens qui habitent dans le territoire mais qui n'y travaillent pas. Et donc qui ont une stratégie résidentielle, diversifiée selon les territoires, mais qui viennent s'installer dans ce territoire pour y vivre. Quatrième base, la base publique. Donc ça vient de l'extérieur, et en l'occurrence de l'État, avec les 3 fonctions publiques. Dernière base, base sanitaire et sociale, où on a donc tous les revenus de transfert, tous les revenus sociaux et les remboursements de soins de santé. Il y a 2 flèches face aux 2 premières bases, parce que d'un point de vue de l'action et des leviers, ce sont sur les 2 premières bases qu'au niveau local, en tout cas, on peut agir, et plus difficilement sur les 2 autres. En tout cas, la dernière, quand elle est importante, c'est plutôt que le territoire est fragile. Donc le levier d'action est plutôt de tout embrayer pour faire plutôt que la dernière soit plus réduite. Bien, voilà. Donc, d'où le jargon économie productive, économie résidentielle. Derrière ces 4 types de bases, on a fait des calculs, on a regardé qui était plutôt productif, qui était plutôt résidentiel. Voilà des résultats publiés plusieurs fois dans plusieurs ouvrages. À l'échelle des aires urbaines, donc la moyenne des aires urbaines en France, ce qui a marqué aussi les esprits, c'est que quand on calcule donc tous ces flux de revenus à l'échelle des grandes villes françaises, des grandes aires urbaines, on se rend compte que l'économie résidentielle pèse pour 41% de ces flux. Et c'est donc le premier apport de revenus extérieurs pour les territoires, c'est la base résidentielle, avec un poids très important, vous voyez les lignes au-dessus, 23,5% des retraites. Donc rien que les retraites, de toute façon, c'est un apport massif de revenus sur un territoire. Des migrants alternants, des touristes, etc. La base productive, un peu moins d'un quart, comme la base sanitaire et sociale, la base publique, 11%. Alors une fois qu'on avait dit ça, évidemment, la conclusion, ce n'était pas « Ah, très bien, laissons tomber l'économie productive et faisons que de l'économie résidentielle », parce que si on ne fait que de l'économie résidentielle, il n'y en a plus. D'accord ? C'est quand même l'économie résidentielle, vous voyez ce que c'est des flux de richesse captés, créés quelque part et captés par un territoire. Donc si vous n'avez plus d'économie productive, vous n'avez plus non plus d'économie résidentielle. Donc là, on est vraiment dans une question de solidarité, d'interaction, de circulation de richesse où il faut de la compétitivité productive pour pouvoir générer ces dépenses touristiques, alimenter les retraites, des actifs qui travaillent quelque part, qui habitent ici, etc. Et puis derrière ces moyennes, il y a évidemment de fortes différences d'un territoire à l'autre. Quelques territoires en France ont une base productive plus importante que la base résidentielle, mais il n'y en a pas beaucoup. Il y a des territoires très industriels, Vallée de l'Arve, Oyonnax, des systèmes productifs locaux, ce type de territoire, très, très marqué par l'industrie. Et puis il y a Paris. L'aire urbaine de Paris, c'est-à-dire l'Île-de-France, grosso modo, a en effet plus de richesses productives que de richesses résidentielles. Les autres, y compris des villes comme Toulouse, vous voyez, on est quand même dans un rapport légèrement au profit de la base résidentielle, mais quand même une base productive plus forte, beaucoup plus forte à Toulouse que la moyenne des aires urbaines. Et Strasbourg, je voulais rajouter exprès pour aujourd'hui, Strasbourg où on voit aussi une base productive importante, 25,6, ça peut paraître peu, mais par rapport à d'autres aires urbaines, vous voyez, par rapport à Montpellier, c'est beaucoup plus. C'est un peu moins que Toulouse, mais on est quand même on est à hauteur de Nantes, par exemple, etc., de Grenoble aussi, et voilà. Donc ce registre-là de villes. 40% de base résidentielle, 11% de base publique, c'est à peu près comme la moyenne, 22% de base sanitaire et sociale.
Donc ça veut dire que Strasbourg est à peu près comme la moyenne des aires urbaines, elle est aussi dans sa structure des bases comme Rennes, Nantes, dont je vous parlerai beaucoup. C'est dans notre jargon sur ces travaux une aire urbaine productivo-résidentielle dans le sens où elle est assez équilibrée sur ces deux registres-là. C'est-à-dire elle a une capacité à créer des richesses, on l'avait vu dans le premier travail au niveau européen, mais elle a aussi une capacité non négligeable à capter des richesses grâce à ses atouts résidentiels et touristique, mais aussi évidemment grâce à sa proximité frontalière pour tout ce qui est salaire des migrants alternants, des navetteurs. Donc ça aussi, c'est plutôt a priori des signes positifs pour un territoire. J'ai pas le temps de développer, mais on s'était rendu compte que les territoires les plus dynamiques ou ceux qui avaient aussi le mieux résisté à la crise économique de 2008 étaient ceux qui étaient le plus équilibrés dans leur base, ce qui est assez logique quand on y réfléchit. Bien, mais j'en viens au dernier travail sur les systèmes productivo-résidentiels. Donc, dépasser les oppositions binaires entre des territoires productifs d'un côté qui travaillent au détriment, qui travaillent et qui vont plutôt moins bien que les territoires résidentiels qui, eux, sont là et profitent de la redistribution. Il y avait un peu ces visions-là. Donc, nous, on s'est dit peut-être que quand même tout ça est un peu plus compliqué et qu'il y a des systèmes derrière d'interaction entre ces types de territoires. Là, il y a beaucoup de textes parce que c'est pour m'aider dans mon propos, mais vous n'êtes pas du tout obligé de tout lire. Donc, ce que l'on a fait, donc je devrais fermer la diapo pour ça là. Donc, ce que l'on a fait, c'est que l'on a regardé pour 130 agglomérations françaises les flux origine-destination de l'économie résidentielle. C'est-à-dire que l'on a regardé pour ces 130 agglomérations où habitent les actifs qui travaillent dans l'agglomération. On a regardé où partent les retraités quand ils quittent cette ville, où ils vont s'installer. Et on a regardé aussi, pour le tourisme, où sont les résidences secondaires possédées par les propriétaires qui habitent l'agglomération. Les résidences secondaires, évidemment, ne couvrent pas tout le champ du tourisme, mais nous n'avons pas de base de données origine-destination des flux touristiques à l'échelle des 36 000 communes françaises, parce qu'on a travaillé à cette échelle-là. Donc, on s'est servi des résidences secondaires que l'on a pu avoir à cette échelle pour, non pas quantifier la somme totale des flux touristiques, mais pour rendre compte de la géographie, en tout cas, de ces interactions. Parce que quand on regarde la géographie des résidences secondaires, ça a quand même un air de géographie des hôtels, des tourismes, du camping, des chambres d'hôtes, etc. Ça a une géographie touristique. Bien. Donc, 3 flux étudiés, origine-destination de ces 3 types de populations. Quand on a brassé ça sur les 36 000 fois 36 000 communes en France, sur ces 3 types de flux, on s'est rendu compte qu'il y avait une très forte concentration des émissions. C'est-à-dire que l'ensemble de ces flux, 75% de l'ensemble de ces flux, sont émis, donc proviennent de 7% des communes françaises. Alors c'est des effets évidemment de masse, mais aussi de niveau de revenus, de plein de choses, et puis de pôles d'emploi, qui font que ce sont quand même les grandes agglomérations françaises qui contribuent largement à cette économie résidentielle, à cette solidarité, quelque part, qui est assise sur la mobilité des ménages. On pourra en reparler dans les questions, si vous voulez, sur quid de la durabilité de ces modèles, assis sur de la mobilité, Mais en tout cas, voilà, on est là sur une forme de solidarité par la mobilité qui est extrêmement puissante en réalité entre les territoires. Voilà, donc les 130 agglomérations, le choix, c'est qu'on a pris les 100 premières, les 100 plus grandes, plus 30 agglomérations qui étaient des chefs-lieux de département pour aussi avoir un maillage quand même assez complet du système français. Pour chacun de ces flux, les navetteurs, les retraités, les mobilités résidentielles des retraités et les résidences secondaires, le tourisme, donc à travers la résidence secondaire, on a mesuré l'intensité et la portée. C'est-à-dire qu'on a mesuré l'intensité, c'est-à-dire le poids que représentent ces flux de personnes, mais donc de revenus, qu'on a traduit en revenus. Donc ce que représentent ces pertes de revenus, si vous voulez, pour l'agglomération émettrice, et ce que représentent ces flux de revenus pour les communes réceptrices. Et là aussi, il y a des intensités variables au départ et à l'arrivée de ces circulations de richesses. Donc on a mesuré cette intensité, est-ce que c'est beaucoup de revenus ou pas ? Et puis la portée, c'est-à-dire la distance à laquelle ces agglomérations redistribuent ce type de revenus.
on a des choses très différentes d'un territoire à l'autre. Alors, je suis désolée pour ne pas que vous soyez trop... Je n'ai pas Strasbourg, parce que je n'ai pas Strasbourg. Je pourrais l'avoir, mais là, j'ai pas eu le temps de refaire les cartes, et on n'avait pas extrait les cartes pour l'ouvrage. Ça, c'est des cartes issues de l'ouvrage. Donc, vous voyez que la moyenne... Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en moyenne, les personnes qui travaillent... Donc, ça, c'est l'agglomération parisienne, l'unité urbaine parisienne. Donc en moyenne, les personnes qui travaillent dans l'agglomération mais qui n'y habitent pas, habitent à 99 km en moyenne, parce qu'il y a énormément de personnes. Alors après, ils ne font pas forcément le déplacement tous les jours, etc. C'est des choses difficiles à mesurer, mais parce qu'il y a énormément de liens entre Lyon-Paris, enfin voilà, des gens qui sont rattachés par exemple à un siège social à Paris, mais leur résidence est à Lyon, et c'est ces flux-là qui expliquent aussi les kilomètres. Mais enfin, vous voyez que même sur une variable qui touche à la quotidienneté normalement des gens, Paris a un rayonnement énorme, y compris sur cette variable-là. Quand les retraités quittent l'agglomération de Paris, voilà où ils vont s'installer. Quasiment partout en France, sauf dans des régions que vous connaissez bien. Voilà où sont les résidences secondaires des Parisiens, partout en France, avec des zones plus foncées sur les littoraux, évidemment, dans les espaces touristiques, mais aussi dans des régions très rurales à proximité de l'Île-de-France. Et puis voilà une autre configuration, celle de Lyon, beaucoup plus ramassée, beaucoup plus locale évidemment. Donc ça veut dire que pour Paris finalement échange et est au cœur d'une solidarité, d'une circulation de richesse, où son territoire d'interface, c'est la France entière. Donc l'interland de Paris, c'est la France en fait, c'est ça que ça veut dire un peu. Sur Lyon, on a quand même des choses beaucoup plus régionalisées. Donc sur les navetteurs, on voit l'étalement au-delà donc du périmètre de l'agglo. Quand les retraités quittent Lyon, il y a une part non négligeable qui reste dans la région, et puis une part aussi qui va s'installer sur le littoral méditerranéen. Et voilà où sont les résidences secondaires des Lyonnais, donc autour de Lyon, mais beaucoup dans les Alpes, et puis quelques-unes sur le littoral. Voilà Toulouse. Avec, vous voyez, pour les retraités et les résidences secondaires, l'attractivité évidemment des deux littorales et puis des Pyrénées. Et puis voilà Rennes, voilà les Bretons qui sont très bretonnants. Et c'est assez incroyable. C'est-à-dire que, alors les navetteurs, c'est normal, c'est lié aussi à la taille de la ville et puis au réseau, à l'offre aussi d'infrastructures qui permet plus ou moins un étalement urbain qui à Toulouse est quand même très prononcé. Mais voyez, à Rennes, quand un retraité qui traîne, il va pas très loin de Rennes. Et puis quand on a une résidence secondaire et qu'on habite à Rennes, on l'a pas très loin de Rennes non plus. Voilà. Et ce n'est pas partout pareil. C'est-à-dire que si je vous montrais Nice, c'est-à-dire si je vous montrais Montpellier, des choses comme ça, on aurait des choses qui se jouent dans la proximité pour Montpellier, mais moins quand même qu'à Rennes. Rennes, c'est vraiment, en fait, Rennes, c'est le système productif résidentiel le plus proche, le plus réduit en kilomètres. Nice, c'est un système complètement différent. Nice a une interface beaucoup plus éclatée que d'autres espaces. Voilà ce qu'on a mesuré. Pour définir au final 4 types, alors c'est ça qu'on appelle des systèmes productivo-résidentiels, c'est pas... Bon, c'est comme ça, on l'a appelé comme ça. Donc ces systèmes qui mettent en relation les agglomérations et le reste du territoire à travers ces flux résidentiels. Donc on a vu qu'il y avait quand même 4 types, grosso modo, de SPR, de systèmes productivo-résidentiels. Donc des systèmes intenses et compacts. Ça veut dire que l'agglomération redistribue beaucoup de revenus à son hinterland dans un environnement proche. C'est Rennes, Nantes, Bordeaux, Montpellier, Annecy. On est vraiment dans une redistribution intense. Donc les retraités s'installent pas très loin, les résidences secondaires sont pas très loin, etc. Il y a ce jeu de navetteurs aussi qui est prononcé. Et donc ça se passe dans un périmètre, vous avez vu pour Rennes à l'extrême, qui est vraiment assez resserré. On a des SPR intenses et diffus, c'est-à-dire beaucoup de redistribution, mais sur tout le territoire ou à une échelle très large, c'est Paris. Il y a que Paris qui est dans ce système-là. Des SPR peu intenses et diffus, c'est par exemple Strasbourg et Lille, il y en a d'autres, je n'ai pas réouvert les bases de données, mais il y a évidemment d'autres villes dans ce cas-là, mais Strasbourg était dans ce cas-là, c'est-à-dire qu'il y a peu de redistribution,
Strasbourg n'est pas, les Strasbourgeois ne sont pas ceux qui ont le plus de propension quand ils sont retraités à quitter, ce qui peut être bien aussi, quitter leur région, etc. Donc une circulation peu intense et surtout diffuse, c'est-à-dire que ça ne se passe pas nécessairement dans la proximité. Et puis dernier cas, des SPR peu intenses et proches, c'est-à-dire là des chefs-lieux de département, peu d'échanges, et ces échanges se passent plutôt dans la proximité, peu d'évasion de revenus non plus. Deuxième chose, une fois que l'on avait vu qu'il y avait plusieurs types, on s'est demandé si ces types s'il y avait un lien entre les dynamiques territoriales et ces types, ces configurations géographiques, économiques, etc. Est-ce que ces configurations nous racontaient des choses également sur les dynamiques territoriales ? Donc, pour ce faire, on a regardé là 2 indicateurs un peu compliqués, mais vraiment pas beaucoup. Et puis après, j'ai des chiffres beaucoup plus simples sous forme de tableau. Mais on avait travaillé sur ces 2 indicateurs pour essayer quand même d'avoir plusieurs dimensions dans notre approche. Donc, un indicateur de dynamique urbaine, où on travaille sur ce qu'on appelle les fondamentaux du développement territorial, c'est-à-dire population, emploi, revenus. Parce qu'on se dit qu'un territoire qui perd de la population, qui perd des emplois et où les revenus diminuent va plutôt moins bien qu'un territoire. C'est pour ça qu'on dit c'est un peu les fondamentaux. Si ça va mal, c'est pas en tout cas en France pour la population. C'est pas forcément vrai dans notre pays, mais en France, rien que celui-ci, quand un territoire perd de sa population, a des soldes migratoires négatifs, les emplois diminuent, rien que ça, c'est souvent pas bon signe. Donc c'est pour ça qu'on a pris ça, un peu des trucs de base. Évolution de la population, accroissement migratoire, évolution de l'emploi, évolution avant et après la crise aussi, parce que ça a quand même un peu changé la donne dans certains territoires plus que d'autres qui étaient industriels, et évolution des revenus. Et puis on a pris un indicateur de dynamique technopolitaine, alors j'aurais pu dire métropolitaine, mais parce que c'est comme ça que l'INSEE appelle ce type d'emploi. Donc on prend la part des cadres des fonctions métropolitaines, c'est-à-dire la part des cadres dans des types d'emplois que l'INSEE a jugés à haute valeur ajoutée, plutôt stratégiques, et qu'ils ont appelés donc métropolitains parce que de fait ils se concentrent plus dans les grandes villes françaises. Donc la part des cadres dans ce type d'emploi, l'évolution de ce type d'emploi stratégique, et puis un indicateur de performance en termes d'attractivité auprès des cadres, c'est-à-dire au regard de la population. Est-ce que la ville est plus ou moins attractive auprès des cadres entre là 99 et 2007 on était, je sais pas, si je pense pour éviter l'effet crise avant la crise. Méthode de score, méthode de rang, rien de très compliqué. Voilà ce que ça donne. Donc indicateur de dynamique urbaine, première carte, indicateur de dynamique technopolitaine, deuxième carte. Donc on voit que sur les dynamiques urbaines, population, migration, emploi, revenus, on a, comme j'en discutais d'ailleurs avec une des personnes présentes dans la salle, on a des grandes logiques de France un peu coupées en deux, avec nord-nord-est, un peu moins attractif, dynamique que le sud et l'ouest. Et ce qui explique ces différences, c'est quand même d'abord la démographie, l'attractivité migratoire qui génère aussi quand même de l'emploi dans des sphères présentielles, etc. Ce n'est pas que ça, mais c'est aussi quand même beaucoup ça qui explique ces grands clivages. Par contre, pour l'indicateur de dynamique technopolitaine, les choses sont un peu plus variées. C'est-à-dire que là, on est quand même sur la capacité des villes à s'inscrire dans une compétitivité économique internationale, à être sur des secteurs innovants, à attirer, vous avez vu, du capital humain, comme on dit en économie, c'est-à-dire des travailleurs qualifiés, etc. Et donc là, quand même, remonte dans le classement, dans ce quart nord-est qui apparaissait pénalisé, Paris, Lille, mais pas Strasbourg. Donc ça, moi, c'est vrai que je me souviens dans l'étude, c'est là qu'il doit y avoir quelques phrases dans le livre sur Strasbourg. On se dit, tiens, Strasbourg n'est pas dans ce quart nord-est, que ce soit sur les dynamiques urbaines, mais ça, c'est des grandes logiques régionales, mais aussi sur les dynamiques technopolitaines, en deçà d'autres grandes villes du territoire. Quand on croise les deux, sous forme cette fois-ci, c'est-à-dire ça c'est le résultat de la carte si vous voulez, mais avec ici l'indicateur de dynamique urbaine, ici l'indicateur de dynamique technopolitaine. Les équations, la rigueur statistique, on s'en fiche. Ce que nous dit juste ce chiffre, c'est que la corrélation existe mais n'est pas parfaite. Ça veut dire que les dynamiques technopolitaines,
être bon sur le registre compétitivité, attractivité de cadre, enfin voilà, être une ville innovante, ne suffisent pas, c'est-à-dire conditionnent mais ne suffisent pas à créer une dynamique démographique, emploi, revenus, etc. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un lien systématique entre croissance, si vous voulez, et croissance économique et développement de la ville. C'est pas trop votre problématique ici, c'est par contre complètement la problématique de Grenoble, où j'enseigne, où j'habite, et pour lequel aussi j'ai beaucoup développé ce type d'analyse pour leur montrer qu'ils étaient plutôt bons sur le volet technopolitain, toujours bien classés dans les villes innovantes, etc. Mais par contre, décrochés sur le point de vue urbain, c'est-à-dire des indicateurs simples. Donc là, il y a des problématiques à Grenoble, bon voilà. Les villes où tout va bien, Rennes, Toulouse, Nantes, Bordeaux, etc., ce sont les villes qui sont au cœur de nos SPR compacts et intenses. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que dans ces types-là que l'on avait décrits par des flux de revenus très importants entre la ville et son agglomération et très importants et dans une proximité, on retrouvait toutes les villes de ce type, quelle que soit leur taille, on a aussi des villes de plus petite taille, dans cette extrémité-là où on a un effet cumulé entre un accroissement démographique, une dynamique des emplois, mais aussi une attractivité auprès des cadres, etc. C'est des villes où on a dit des choses comme ça aussi dans l'ouvrage, c'est-à-dire on a dit c'est sans doute des villes que l'on peut investir tout au long d'un cycle de vie. Et quel que soit un peu ce que l'on a envie d'y pratiquer, du tourisme, à la retraite, être étudiant, avoir un emploi très qualifié, mais aussi d'autres types d'emplois, parce que finalement on se rend compte que l'économie est très diversifiée, etc. Ici, vous avez des villes, au contraire, où tout va mal, enfin, ou en tout cas, c'est pas facile. Douai, Lens, et alors Saint-Étienne, mais Saint-Étienne, c'est un peu... là, on a une vision statique. Ce qui serait intéressant, c'est de faire ce graphique à des temps différentes dans le temps et de voir comment les villes un peu évoluent. Et bon, Saint-Étienne, en tout cas, c'est ce qu'on leur dit pour pas qu'ils soient complètement déprimés. On se dit que quand même, voilà, d'avoir réussi ce challenge sur des questions très technopolitaines, les met sans doute dans une dynamique plutôt montante, mais il faudrait le faire pour le valider. Avignon, Toulon, Nice aussi, et plutôt par là, ce sont des villes plus résidentielles que productives. Et ça pose aussi d'autres formes de questions, c'est-à-dire ce sont des villes où il y a beaucoup d'inégalités et tout ça. Tout ça pour finir à Strasbourg, que j'ai mis au cœur du graphique, non pas pour vous faire plaisir, mais parce qu'on est moyen, quoi. Moyen et moyen. Donc pour le coup, ça peut vouloir dire équilibré, mais là c'est pas ça. Ça veut dire que vous êtes... Enfin que vous, c'est pas vous, que la ville, pardon. Le territoire est... Voilà, au milieu du classement, quoi, classé, vous voyez, entre 60 et 80 en termes de dynamique urbaine, et classé aussi entre 60 et 80 en termes de dynamique technopolitaine. Donc ça, c'est après tout ce que l'on a dit sur une métropole d'affaires, un PIB élevé, du tertiaire, une base productive résidentielle équilibrée, finalement, on était un peu surpris quand même aussi de voir Strasbourg placé au milieu, à la fois, pour le coup... je peux pas en dire beaucoup plus ce soir, mais on en reparlera après si vous voulez, mais pour le coup, on a vu qu'on n'était pas non plus dans une logique d'interface ville-interland qui était très intense. Alors ça suffit sans doute pas à expliquer tout, mais on n'est en tout cas pas dans la configuration de construction entre la ville et son interland que possèdent celles qui sont ici. J'ai rajouté justement quelques chiffres, alors un peu plus actualisés, puis pour que vous ayez un peu le détail. Donc ici vous avez les aires urbaines de taille équivalente à celles de Strasbourg. C'est l'INSEE qui propose de faire des familles d'aires urbaines par taille en termes de population. Et donc ça c'est la moyenne de ces aires urbaines. Donc vous voyez, la moyenne de ces aires urbaines c'est 8% en termes de population. Strasbourg, c'est 6. Le solde naturel, 5. Alors là, c'est le seul truc où on fait un peu mieux. Mais enfin, on va dire, c'est dans la moyenne. L'attractivité migratoire, c'est 3% sur ces aires urbaines françaises de taille comparable. C'est 0,5 sur l'aire urbaine de Strasbourg. L'emploi, c'est 19. C'est 11,9 à Strasbourg. C'est l'emploi salarié privé après la crise, c'est maintenu dans les aires urbaines, alors qu'il a décliné partout en France. Les métropoles ont plutôt résisté à la crise, mais pas Strasbourg.
le revenu par habitant progresse légèrement moins vite que la moyenne. Donc ça veut dire que quels que soient les indicateurs, alors c'est pas catastrophique, ce que je disais dans une réunion avant aux personnes de l'agence, c'est que nous dans nos analyses nationales, Strasbourg, c'est vrai que c'est pas un cas qu'on met nécessairement beaucoup en avant, parce que c'est pas Nantes-Rennes, c'est pas nos exemples florissants, mais c'est pas non plus catastrophique. Si on prenait le détail, il y a plein d'autres aires urbaines qui vont moins bien, mais quand même, maintenant que là que je suis à Strasbourg et que j'analyse avec vous ces chiffres, systématiquement on fait quand même moins bien. Hein. Et sur des choses, vous voyez, c'est pas des indicateurs que je prends exprès pour annoncer des bonnes nouvelles, c'est de la démographie, de l'emploi, du revenu, c'est un peu les premiers qu'on regarde sur un territoire. La dimension technopolitaine, alors je vous rassure, Grenoble fait aussi moins bien systématiquement, enfin ça vous rassure pas, mais Grenoble aussi est toujours en deçà. Mais par contre, Grenoble, je leur dis, vous voyez, vous êtes très bon sur le technopolitain, vous avez 7% d'emploi de recherche, alors que c'est 3% en moyenne, vous êtes très bon, mais vous n'arrivez pas à transformer ça en développement. À Strasbourg, le technopolitain, on est dans la moyenne nationale, c'est-à-dire 3% de recherche comme en moyenne nationale, 10% d'emploi métropolitain, c'est à peu près la moyenne, pas nationale, la moyenne des aires urbaines. Par contre, les emplois de recherche ont progressé de 65% en moyenne à les aires urbaines, à Strasbourg c'est 46%, c'est moins. L'évolution des fonctions métropolitaines, 96%, à Strasbourg 68%, c'est moins. Donc ça veut dire qu'en stock, on est à peu près équivalent sur ces secteurs-là, en dynamique, là aussi, on est en deçà. Alors, ce soir, je ne vais pas vous expliquer pourquoi, parce que je n'ai pas fait d'études sur Strasbourg, mais en tout cas, voilà, il y a des signaux, quoi, en tout cas, des voyants, qui invitent un peu à réfléchir sur ce qui se passe. Et donc là, vous voyez, alors on pourrait se poser la question de la mauvaise prise en compte des frontaliers, de ces effets-là, mais là, pour le coup, ça ne joue pas. Il y a d'autres chiffres sur lesquels ça peut jouer, mais là ça ne joue pas. Bien, donc premier résultat, 4 types de SPR. Deuxième résultat, on a vu que la compacité, l'intensité de ces SPR a semblé en tout cas corrélée aux dynamiques économiques, sociales, démographiques de ces villes. Troisième résultat, c'est la capacité de développement des hinterlands. C'est-à-dire que dans les SPR intenses et compacts, Rennes, Nantes, Bordeaux, Annecy, ces villes plutôt dynamiques qui échangent beaucoup avec la périphérie, on s'est rendu compte, donc ces périphéries, ces hinterlands reçoivent beaucoup d'argent de l'agglomération. Mais néanmoins, ce revenu n'est pas leur première source de revenus externes. C'est-à-dire que ces hinterlands ont leur propre capacité de développement. Ça, c'est intéressant aussi. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'on est dans des systèmes où il y a énormément de solidarité, énormément d'échanges, mais chaque partie, si on considérait le centre et sa périphérie, chaque partie a sa propre capacité de développement, et donc ces hinterlands sont eux-mêmes dans une dynamique résidentielle, touristique, mais aussi, ce qu'on n'avait pas fait dans ce travail, mais que j'ai commencé à regarder dans des travaux plus récents qui seront bientôt disponibles, ces hinterlands ont aussi leur propre atout productif, quoi. C'est-à-dire il y a aussi de l'économie productive, et donc c'est pour ça aussi que ça fait autant de systèmes et que ce tout est aussi dynamique, c'est parce que chaque partie finalement s'en sort plutôt bien, quoi. Deuxième cas, des SPR intenses et diffus. Bon, Paris, ça c'est la France entière, il n'y a pas trop de sens à analyser ce que fait le reste. Sur les SPR peu intenses et diffus, Strasbourg, Lille, alors là justement, c'est-à-dire il y a moins d'échanges, et pour autant, donc l'agglo redistribue moins de revenus à sa périphérie, et pour autant, ces revenus-là constituent la première source de revenus pour ces périphéries. C'est-à-dire que là, il y a peu de choses qui s'échangent, mais il y a une très forte dépendance, interdépendance en tout cas entre les centres et les périphéries de ce type-là. Alors après, il faudrait aller dans le détail et être beaucoup plus fin pour comprendre vers où, comment, etc. Et dernier cas, c'était variable. Si on est dans des contextes ruraux très touristiques, forcément on va avoir une forte dynamique des campagnes, d'autres moins, etc. Mais donc, pour revenir au premier cas, ça veut dire qu'on continue au fur et à mesure qu'on avançait dans ces travaux, on se rendait compte qu'on était en train de valider le fait que quand même l'interaction d'une métropole avec son hinterland, ça a l'air d'être un modèle, je ne sais pas s'il est reproductible, mais en tout cas un fonctionnement plutôt dynamique, deux gagnants-gagnants et réciproques, enfin des choses qui allaient dans le sens plutôt positif. Ça veut dire aussi, ce résultat, que les
hinterlands, les périphéries doivent être aussi pensés comme des acteurs de la dynamique métropolitaine. Ça paraît évident, mais on a quand même plus parlé dans la loi d'effets de solidarité, de locomotives et de wagons, que d'effets de réciprocité et d'interaction. Alors même que je pense que c'est plus efficace, hein, c'est même pas tant pour être c'est pas pour être politiquement correct, c'est parce que je pense que c'est plus efficace et plus juste de parler de réciprocité, mais j'y reviendrai en conclusion. Bon, des cartes qui disent ce que je viens de vous dire. Un zoom sur la région. Donc ici, c'était les unités urbaines, hein, qu'on regardait comme étant émettrices. Ici, ce sont les hinterlands, les communes autour. Donc le vert clair, vous voyez, ça veut dire que la portée est longue, l'intensité est faible. C'est ce que je vous disais. C'est une ville qui redistribue peu. Les flux sont moins importants qu'ailleurs. Et quand ils sont redistribués, ils sont plutôt redistribués dans des périmètres larges. Et par contre, vous voyez que les communes très proches sont justement dans une proximité courte. Hein, ce qui nous vient, ça vient de près, mais dans des quantités faibles. Sauf, on voit apparaître ici, hein, alors je ne sais pas comment c'est stratégiquement en termes de développement économique traité dans votre territoire, mais on voit quand même ici apparaître évidemment quelque chose d'un peu différent pour les Vosges. Et dernier résultat, métropole et hinterland, une communauté de destin. C'est-à-dire qu'on a aussi essayé de regarder s'il y avait corrélation ou pas entre le développement de l'agglomération, alors après tout ce que je vais vous dire, forcément la conclusion c'est oui, mais entre développement de l'agglomération et développement de la périphérie. Et on a vu qu'en effet, enfin ce que l'on n'a pas vu, c'est de nettes fractures entre des centres et des espaces périphériques. C'est-à-dire qu'on n'a pas vu de métropole qui allait très bien et tout autour c'était la catastrophe. On n'a pas vu non plus de périphérie qui allait très bien avec une métropole qui était complètement dépressive. Contrairement à ce qu'on a pu lire, entendre sur la fracture, sur des choses extrêmement violentes et sur des risques vraiment de scission entre la métropole et ses campagnes, nous on n'a pas observé ça. Alors par contre il y a des modèles où tout va mal, des modèles où tout va bien, des modèles où c'est plutôt moyen, ça oui. Mais de choses complètement antinomiques avec une ville qui s'en sortirait et qui capterait, parce qu'il y avait l'idée d'effet marronnier. C'est-à-dire que Toulouse se développait au détriment de toute sa région. Et tout était pour Toulouse et il n'y avait plus rien autour. Bon, ça, c'est pas vrai. Enfin, nous, on n'a pas vu ça. On n'a pas vu de région déprimée avec une ville au milieu qui serait florissante. Voilà. Donc, en conclusion, pour résumer un petit peu tout ça, ce que j'ai l'habitude de dire, c'est qu'au final, on se rend compte que le développement économique d'un territoire, il dépend de 3 grands facteurs. Sa capacité à créer des richesses, et donc les stratégies que l'on va mettre en œuvre pour booster cette économie productive, sa capacité à capter des richesses, c'est-à-dire que le levier économie résidentielle est aussi très important, et sa capacité, j'en ai moins parlé, à faire circuler ces richesses en interne et en interterritorial. Ça, j'en ai parlé en interterritorial. Mais aussi en local, c'est-à-dire s'assurer aussi qu'il y a une propension à assurer la circulation de ces revenus créés et captés, à s'assurer qu'ils circulent également dans les territoires grâce au commerce, grâce à la vie culturelle, etc., grâce à tout ce qui peut générer ce type de circulation. Dans chacune des bulles, il y a des leviers d'action différents. Dans chacune des bulles, il y a des capacités d'innovation. Et donc l'innovation, ce n'est pas qu'une question de production, c'est aussi de l'innovation sociale, c'est aussi de l'innovation touristique, etc. Bon, enfin, des choses que vous savez. Cette logique du triptyque, elle vaut donc en local, mais elle vaut aussi à toutes les échelles. Et à toutes les échelles imbriquées, c'était comme ça aussi cette logique d'entonnoir dans mon propos, hein, toutes ces logiques d'échelle imbriquées, parce que l'enjeu, c'est d'arriver à faire système en jouant évidemment sur la complémentarité entre les territoires, entre les systèmes productifs, entre les atouts résidentiels, les atouts touristiques, entre même tout ce qui est équipement d'un territoire, c'est-à-dire se faire concurrence pour des salles de spectacle, pour des commerces, c'est pas efficace à la fin. Donc il y a aussi toute une stratégie, de réseau à avoir, etc. Des choses somme toute peut-être assez classiques. Pour finir, construire les métropoles, donc
ce qu'on essayait aussi, les choses sur lesquelles on essayait aussi d'insister, c'était de repartir d'idées au départ un peu et de termes sur lesquels on avait discuté le statut de métropole et de dire donc l'enjeu c'est pas l'égalité. Il y a pas, des territoires sont différents et l'égalité serait presque injuste quelque part. Donc il n'y a pas d'égalité. La solidarité, elle est importante, mais elle donne une vision des villes motrices tirant avec elles péniblement tout le reste d'un territoire laissé de côté. Même si une partie de ça n'est évidemment pas faux, il me semble que c'est plus juste et peut-être plus efficace et motivant de parler d'enjeux de complémentarité, de réciprocité. C'est pour ça que je dis que pour moi, l'enjeu métropolitain, c'est plus un enjeu de réciprocité que de solidarité, comme il est écrit dans la loi. Voilà, et donc c'est la notion aussi de valeur ajoutée réciproque pour qu'aussi chaque partie contribue au développement du tout.